Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous accueillir chez nous. Et c'est un plaisir pour moi aussi. Pour nous, c'est un honneur que madame Henriette Ekwe vienne ici. Parce que c'est des dames qui ont fait preuve de leurs compétences à l'international, au niveau même national. Merci beaucoup. On la connaît même moins au Cameroun, mais ailleurs, on la connaît mieux. Merci. Je vous remercie beaucoup, madame. Je Merci. vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois à cette édition de Face à Face sur Carrefour Télévision. Journaliste, femme politique, fervente militante et surtout opposante au régime en place, elle a traversé des décennies de lutte au profit de la démocratie et de la liberté de la presse. A-t-elle réellement fait bouger les lignes? Vous le saurez tout à l'heure après cette transition. Le temps pour vous de bien vous installer, chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir Henriette Ekwe, bienvenue sur Carrefour Télévision. C'est la première fois dans Face à Face. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Je ne connaissais pas cette télévision. Je la découvre et c'est avec plaisir, Monsieur Ekwe. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes une grande dame, surtout que vous avez eu un parcours, et vous avez encore un parcours assez élogieux. Et j'ai envie de vous poser cette question. Après tant d'années de lutte, vous n'êtes pas fatiguée, Henriette? Écoutez, on ne se fatigue jamais. J'aurai 76 ans à la fin de cette année, en décembre. Mais une militante politique n'est jamais à la retraite. Tant qu'il y a encore des sujets qui vous interpellent, on lutte. En réalité, on lutte jusqu'à sa mort. Tant qu'on a encore un souffle de vie. Mais lorsqu'on regarde le sillage politique, l'opposition n'a pas eu beaucoup de victoires. Pourquoi vous n'abandonnez pas? Mais si l'opposition n'a pas eu beaucoup de victoires, il y en a une qui a été mémorable, qui est de 92. Mais évidemment, elle n'a pas abouti. Mais quand on met 2 mois pour proclamer les résultats, quand on met un homme politique représentant majoritaire de l'opposition, on le met en résidence surveillée pendant 2 mois, ça veut dire qu'il y a eu un problème pour proclamer les résultats. Lorsque vous parlez de 92, vous faites allusion au SDF, mais on ne va pas dire cela de cette manière parce que ce n'était pas officiel, Henriette. Oui, ce n'était pas officiel, bien sûr, mais ce n'était pas le candidat du SDF, c'était le candidat de l'Union pour le changement. C'était une plateforme qui a été proposée, d'ailleurs c'est Ndo Michel qui a proclamé Frundi candidat pour l'ARC-CNS, l'organisation qui a succédé à la coordination des partis de l'opposition. Et qui a rédigé cette plateforme, c'est le secrétaire général de l'UPC Manidem, c'est-à-dire Moukoko Priso. Pourquoi cette... Donc il était devenu le candidat de la plateforme de l'Union pour le changement. Mais pourquoi ce passage est-il resté gravé comme étant acquis au SDF jusqu'aujourd'hui? Non, parce qu'il était... c'était le patron du SDF qu'on a proclamé candidat. Et après, on a rédigé cette plateforme à laquelle se sont reconnus beaucoup de partis de l'opposition qui ont soutenu. Je peux même vous dire qu'il y a eu 2 ministres importants du renouveau qui ont adhéré, qui ont démissionné et qui ont adhéré à l'Union pour le changement. Je vais vous dire leur nom. Sanda Oumarou, qui était ministre des PTT, et Garga Aman Adji, qui était ministre de la fonction publique. Des ministères importants. Est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, cette opération sera encore possible avec des forces de changement venant de l'opposition?
Alors, depuis ce temps, il y a eu une coalition en 2004 qui a volé en éclats. Elle a volé en éclats pourquoi? On a défini les critères du candidat à choisir et dans les critères, Frungi était exclu. Et il a claqué la porte. Pourquoi était-il exclu? Il était exclu parce que cet énoncé des critères faisait du candidat qui ne parlait pas couramment les deux langues, français et anglais, il était exclu. Frungi ne parlait pas couramment français. Donc il a été exclu et Frungi a dit, mais enfin, vous êtes réunis là parce que vous tous, vous convoitez mon électorat. Donc je ne peux pas accepter que je sois mis de côté pour quelqu'un d'autre. Et il a claqué la porte et il est parti. Et il est sorti deuxième, 17%. Voilà. Ça, c'était en 2004. 2004. On va peut-être parler de tous ces événements tout à l'heure. Le temps pour nous, puisqu'il est de tradition dans cette émission, d'avoir toujours le portrait de notre invité. Et nous allons suivre ensemble, Henriette Ekwe, ce portrait dressé par Diane-Laure Miseko. De son nom de guerre, Nyangon, Henriette Ekwe est la fille d'un ancien instituteur devenu fonctionnaire des douanes. Elle effectue ses études primaires et secondaires au Cameroun, notamment au prestigieux lycée Leclerc à Yaoundé. Elle part ensuite à Tours où étudie son frère et y obtient une licence d'anglais, puis rejoint Paris pour y suivre une maîtrise d'histoire. Lors de ses études supérieures, Henriette Ekwe milite d'abord à la Fédération des étudiants africains de France, puis rejoint l'Union nationale des étudiants camerounais. C'est alors qu'elle adhère au MANIDEM, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, créé en 1974, puis à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun en exil, en 1975. Là, elle suit une formation politique avec, selon ses mots, des missions, des tests en vue de la lutte clandestine, avec en perspective la lutte armée s'il n'y a pas d'autre issue. Rentrée au Cameroun après la cession au pouvoir de Paul Biya, qui promet une ouverture démocratique, Henriette Ekwe est l'une des représentantes clandestines de l'UPC au Cameroun. Elle est notamment en charge de la publication de Cameroun Nouveau, l'organe de l'UPC. Née en 1949, Henriette Ekwe est une journaliste, éditrice et militante politique camerounaise. L'une des pages de son histoire fut écrite en février 1990 où elle est arrêtée dans l'affaire Yondo Black. Selon Albert Moukong, co-détenu d'Anissé Ekane avec qui elle a été arrêtée, celui-ci et Henriette Ekwe sont très incisifs à l'égard du pouvoir. Lors de leur procès, ils sont particulièrement maltraités par l'administration policière et pénitentiaire. Finalement acquittée, elle contribue à la création de la coordination des partis d'opposition rendue publique en novembre 1990. En janvier de l'année suivante, elle est contactée après l'arrestation de Célestin Monga, économiste, et Puss Ndiawe, rédacteur en chef du Messager, principal journal privé du pays, afin d'organiser la mobilisation autour de leur procès. Avec le succès de cette entreprise militante, elle participe à la création de Cap Liberté, qui a notamment animé les journées Ville Morte tout au long de 1991 à Douala. Les revendications tournaient alors principalement autour de la mise en place d'une conférence nationale considérée comme sans objet par le président Biya, alors que ce dernier se maintient au pouvoir malgré une élection contestée en 1992. Henriette Ekwe quitte la politique partisane et l'UPC pour se consacrer au journalisme, notamment au sein de la Nouvelle Expression, puis au Front. En décembre 1998, un procès criminel est engagé à son encontre, celle de Séverin Tchunke, rédacteur en chef de la Nouvelle Expression, et de Ni John Fundi, président du principal parti d'opposition. Elle est finalement acquittée. Elle participe avant cela à la création de l'Union des journalistes du Cameroun au milieu des années 1990, dont elle devient vice-présidente, et à l'instauration d'une branche camerounaise de Transparency International, avant d'en démissionner en condamnant la proximité de l'association avec le gouvernement camerounais. En 2011, elle reçoit le International Women of Courage Award, décerné par le département d'État américain.
Elle lance son propre journal, Bébéla, en 2011, dont la parution est stoppée pour des raisons personnelles. Elle a également été chroniqueuse à Equinox TV pendant des années. Par sa participation régulière et ses interventions aux émissions de débat télévisées du dimanche, elle est devenue l'une des figures marquantes de l'espace public au Cameroun. Et sa politique n'est pas silencieuse, car elle est l'une des mémoires vivantes de l'histoire des héros nationaux. Merci Diane-Laure Misekou. Alors, Henriette Ikwe, vous venez de suivre ce portrait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez quelque chose à rajouter ou alors à soustraire? Non, mon parcours était... c'est normal. J'ai un certain âge et mon parcours a été riche parce que c'est un engagement qui est choisi dès mes 22 ans, 21 ans, quand j'étais étudiante. Et ça ne s'est pas démenti jusqu'aujourd'hui. Alors, le parcours, oui, on a lutté contre le néocolonialisme, la France-Afrique, et pour le panafricanisme. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses se sont réalisées. D'abord, on est sorti du parti unique, pour lequel nous sommes allés en prison. J'ai été traduit au tribunal militaire en 1990. Et au sortir de là, le multipartisme a été proclamé. C'est une victoire. D'autres victoires ont suivi la consolidation de l'opposition, parce que c'est un peu avec l'UPC comme pilier de l'opposition qui a aidé à structurer l'opposition avec la coordination des partis de l'opposition, avec toutes les forces politiques qui sont venues sur cette coordination, et aussi des associations qu'il ne faut pas négliger, des syndicats, des transporteurs, syndicats des sauveteurs, une grande organisation des droits de l'homme pilotée par Cap Liberté de Ndjekam Tchameni, etc. Ce sont autant de victoires. La liberté de la presse aussi, on s'est battu pour ça, parce que quand on arrive à la démocratie, la liberté de la presse est encore confisquée. C'est-à-dire que quand vous voulez imprimer votre journal, il faut d'abord déposer la morasse chez le secrétaire général du gouverneur de la province à l'époque. Voilà. Et il a fallu arriver en 96 pour que cette exigence soit abolie. Alors, je ne vous parle pas des imprimeries gardées par les gendarmes qui doivent vérifier tout. Alors, Henriette, vous avez parlé il y a quelques secondes de l'UPC, et vous avez milité dans ce parti historique, ce mouvement nationaliste, qui aujourd'hui est divisé. D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas au sein de ce grand parti? Vous savez, c'est fortement divisé. C'est divisé pourquoi? Quand Mitterrand accède au pouvoir, l'UPC, qui était clandestine, à l'époque dirigée par Wungri Masaga, décide d'écrire à Mitterrand. Mitterrand n'était pas notre ami, mais on lui écrit pour le féliciter, parce qu'on est un parti de gauche, et pour lui dire aussi que nous sommes dans une situation terrible, avec le parti unique et la répression des libertés fondamentales. Et Mitterrand nous écrit. On a écrit cette lettre après le 10 mai, c'est-à-dire après sa prestation de serment. Quand il répond, je connais la situation. Et en juin 82, l'UPC prend la décision de faire un congrès pour structurer la direction de l'UPC. Et cette direction-là, on le fait en juin, et le 4 novembre, on apprend que le président Ahidjo est parti. Il démissionne. Voilà. Ça a été une autre conquête, le départ d'Ahidjo. Ça a été la conquête de l'UPC clandestine. Alors, on écrit,
au président Biya. Qui amène la lettre? C'est un certain Benoît Asso-Eman, qui est colonel encore et qui est commandant de la brigade du génie militaire à Bonanjo. Et il donne cette lettre au président Biya en lui disant: voici un grand parti historique qui te tend la main, mon frère, il faut la prendre. Bon, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que c'est à partir de là que les problèmes de l'UPC commencent à naître, Henriette Ekoué? Ils ne commencent pas à naître là. Parce que, figurez-vous que le président Biya, à qui on écrit, il ne nous répond pas. Mais, nous, on a des amis à l'Élysée, la gauche française. Et le président le convoque à Paris. Et quand il le convoque à Paris, il lui dit: il y a trop d'exilés, d'une part. D'autre part, quand est-ce que tu vas faire la démocratie? Et le président sort et il dit: il y a 250 ethnies chez moi, je ne peux pas faire la démocratie maintenant. Et quant aux exilés, ils peuvent rentrer. C'est comme ça que nous sommes rentrés. Mais quand nous rentrons, écoutez-moi bien, le président, d'abord, quand il dit ça à France Inter, le président Ahidjo, qui est encore à Yaoundé, décide d'appeler Cameroun Tribune pour dire que il est encore le président de l'UNC et c'est l'UNC qui définit la politique que l'État va appliquer. Donc, il est au-dessus du chef de l'État. L'UPC se fâche, produit une déclaration assez violente et quand on dit, on la dépose à Radio Douala et Radio Douala, Radio Yaoundé envoie et le président décide qu'on doit passer ça. C'est un brillant historique. Donc on l'a soutenu, on était en 83. Oui, alors là vous parlez de l'historique de l'UPC dans les années 80, voilà. Et autres. Donc, maintenant, aujourd'hui, ce que le téléspectateur qui nous suit ce soir voudrait savoir, cette division dans l'UPC, entre tous ses membres, cette cassure de l'UPC, elle vient de quoi exactement? C'est voulu, c'est l'administration qui casse l'UPC. Alors c'est ce mot que vous devriez dire, c'est-à-dire que c'est l'administration qui met tout en œuvre, d'après ce que vous dites, pour que l'UPC ne puisse pas exister de manière fondamentale. Parce que c'est l'UPC clandestine qui l'a soutenu. Bon, quand on est arrivé, il a commencé à nous mettre en prison, pratiquement tous, jusqu'en 90. Les derniers allaient en prison, c'était Ekane et moi. Bon, maintenant, le président qui connaît l'UPC, qui l'a soutenu, parce qu'on l'a soutenu là, en 83, et on l'a soutenu en 84, quand le putsch a éclaté, où on a fait une déclaration, elle aussi violente contre le putsch. Bon, mais quand on arrive en 90, je peux dire que c'est une des suggestions de la France qu'il ne faut pas que cette UPC-là soit légalisée. On peut dire donc que l'UPC fait franchement peur. Vous avez initié il y a quelque temps une sorte de rapprochement en vue de l'élection présidentielle 2025 entre les fractions différentes de l'UPC. Qu'est-ce que vous espérez, Henriette Ekoué, en cette démarche? C'est voulu, c'est-à-dire qu'un jour, l'UPC est venu me chercher en me disant: tu as une autorité réelle dans la famille UPCiste, est-ce que tu peux venir, comment dire ça, diriger un congrès? J'ai dirigé ce congrès à Baden-Kop, à l'ouest, et j'ai été élue présidente. Mais l'objectif, c'était que nous soyons unis. J'ai vu toutes les factions. Et je travaille avec une des factions qui est dirigée par Rose Nzié, qui a aussi fait un congrès. Donc, ces deux factions marchent main dans la main. Quelles sont les avancées de cette... les avancées, c'est que nous espérons que à un comité directeur uni le 10 avril, on va proclamer un candidat. Pour représenter... Un candidat de l'UPC.
pour représenter l'UPC à l'élection présidentielle 2025. Oui, vous y croyez, Henriette Ekwe? Oui, c'est-à-dire que si l'État nous laisse fonctionner, on fera on mènera notre candidature à terme. Mais si l'État nous met, parce que l'État tient le dernier mot, c'est l'État qui va donner la prise d'acte. C'est l'État qui va donner l'autorisation aux candidats de l'UPC de se mettre en campagne. C'est pour la conquête du pouvoir. Est-ce voilà. que vous pensez Mais bien que sûr, l'État pour va la ouvrir conquête les portes du pouvoir. aussi facilement? Pardon? C'est pour la conquête du pouvoir. Oui. Est-ce que vous pensez que l'État va ouvrir facilement les portes pour que vous Mais étaliez votre alors, programme? voilà un des paradoxes. Quand le président de la République est allé à Yaoundé, à Paris, pour dire qu'il déclare la guerre à Boko Haram, il a dit clairement, nous avons vaincu l'UPC, nous avons vaincu les maquis. Ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser. Pourquoi dit-il ça alors qu'il sait qu'il a tout fait pour que l'UPC soit dans la majorité présidentielle? Donc, on va voir. C'est l'avenir qui nous dira si le peuple camerounais n'est pas prêt de voter un candidat de l'UPC, mais malheureusement pour nous, c'est encore l'État qui doit nous donner le droit de fonctionner et de brandir notre candidat. C'est ça le paradoxe. Alors, nous allons tourner la page de l'UPC, Henriette Ekwe, et parler de certains de vos propos qui ont choqué certains, et peut-être plus à d'autres personnes. Vous avez déclaré que l'État camerounais avait fabriqué des hommes d'affaires. Vous vous reconnaissez en ces propos? Mais bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas que cela minimise un peu le mérite de Ah non, ils ont du mérite en ce sens que on leur a mis le pied à l'étrier et ils ont prospéré. Il y a plus tard, sous l'actuel régime, il y a eu le FOGAP. Le FOGAP a donné des moyens à une nouvelle cuvée d'hommes d'affaires qui ont tous échoué. Ils étaient majoritairement d'autres régions, ils ont échoué. Alors, pourquoi je dis ça? Que je dis ça aux Camerounais. Le commerce n'était pas totalement libre. Si vous voulez vendre, par exemple, importer de la farine, c'est l'État qui vous donne une licence. C'est l'État. Et c'est l'État qui a donc donné des licences d'importation à des commerçants. Et ces commerçants-là sont devenus riches. Pourquoi? Est-ce que cela n'est pas un peu normal, Henriette Ekwe, qu'un État soutienne des... Mais bien sûr, ce n'est pas là le problème. Mais qu'on ne vienne pas dire qu'on a vendu les cacahuètes et on est devenu milliardaire. Ça, je le refuse. Parce que les inspecteurs des douanes, les inspecteurs des impôts ont été formatés pour aider les hommes d'affaires camerounais. Il faut savoir ça. Ce n'est pas faux. Par exemple, le ministre Kanga Victor, qui était ministre de l'économie, il a donné des tas de licences d'importation aux hommes d'affaires. Et pourquoi on l'a fait? Le gouvernement avait intérêt à sortir les gens de l'Ouest des maquis. Et c'est pour ça que j'ai dit que... Permettez-moi, mais cela ne concerne pas uniquement les ressortissants d'une région, non? Vous en connaissez d'autres qui sont devenus milliardaires? Il n'y en a pas. Dans la décennie 60, 70 et plus tard, on a commencé aussi à donner des licences d'importation à des hommes d'affaires du Nord. Mais originellement, et pourquoi? Kodokla dit un jour à la télévision, attendez, les Camerounais vont comprendre. Kodokla dit qu'il a dit au président de la République, vous savez, quand je vais aux réunions du commerce extérieur, je suis en train de défendre les intérêts des comptoirs coloniaux, CFAO, SCOA, Hervé King
PZ, et les Libanais et les Grecs. Il n'y a pas un Camerounais. C'est là que le président et ses hommes ont décidé qu'il faut encourager l'émergence d'une classe d'hommes d'affaires camerounais. C'est l'État qui leur a donné ces forces-là. Oui, et il ne faut pas qu'ils disent le contraire. Je vais vous dire, un jour, un de mes oncles, qui était directeur de cabinet du tout-puissant ministre des Finances, Onanawana, a reçu un homme d'affaires qui était à l'origine l'employé d'un Grec. Ce Grec est venu chez Onanawana pour dire qu'il voudrait, il le présente parce qu'il va continuer les affaires. On lui a donné de l'argent de l'État. Il a conçu un grand cinéma à Yaoundé. Mais quand il passe à la télé en 92, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: j'étais motorboy. Vous avez vu un motorboy devenir riche? En réalité, n'y a-t-il donc pas dans ce pays des personnes qui ont réussi par leur travail et leur intelligence? Mais ils ont réussi, je dis, après. Sans le soutien de l'État? Non. Ils ont réussi après parce que le soutien de l'État, c'était la première, le premier, comment dire ça? Le premier atout. C'est l'État qui distribuait les licences. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Donc, quand l'État décide de donner des licences d'importation, quand vous avez un bateau, un cargo de riz, vous avez l'exclusivité. Vous allez dans n'importe quelle banque, on vous donne l'argent. Arrêtez quoi, j'ai une question. Non, vous semblez minimiser ça. Non, pas du tout. C'est une politique de l'État camerounais. Voilà. Qui est tout à fait normal. Bien sûr. Mais maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Si l'État est et si ça, puissant... je ne dénigre pas ces hommes d'affaires, mais qui disent la vérité un peu, de temps en temps. Il faut bien recadrer les choses. Vous Oui. n'êtes pas en train de dénigrer les hommes d'affaires, puisqu'à chaque fois, on vous en veut pour ces propos. Vous essayez juste d'éclaircir ou alors d'éclairer la lanterne de ceux qui vous suivent pour dire qu'on ne peut pas vendre les cacahuètes et devenir milliardaire. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand M. Fosso Victor ne dit pas que c'est Onanawana qui lui a donné de l'argent et qui dit j'offrais, comment dire ça, j'offrais des cartons de champagne au président Aïdjo. Il ne dit pas que c'est Onanawana qui a donné l'argent. Est-ce que c'est normal? On va avancer en réalité. Voilà. En Donc 2019, moi je les attends sur ce chapitre. Ouais. Ça a commencé par Kanga Victor, qui était à l'origine un inspecteur des douanes. Kanga Victor est devenu ministre de l'économie et il a distribué des licences d'importation. On devenait riche avec les licences d'importation. Ce n'est pas en vendant des cacahuètes quand même. Alors, vous avez eu une déclaration, je me rappelle 2019, Encore je ne sais pas une. si par la suite vous en avez encore parlé, concernant le professeur Maurice Kamto. Oui. Vous aviez dit que c'est un homme incohérent. Pourtant, il a été deuxième à l'élection présidentielle. Est-ce que depuis lors, votre idée de cet homme a évolué, a changé? Ben, écoutez, vous êtes donc devenu le numéro 2, n'est-ce pas? Vous annoncez que vous allez à l'élection, aux élections législatives et municipales. Et c'est à 17h que vos camarades apprennent qu'ils n'iront pas à l'élection, alors qu'ils étaient en train de déposer. Demandez à N'Djamène. Il faut faire venir Célestin N'Djamène. Mais est-ce que cette décision faisait de lui un homme incohérent? C'est de l'incohérence. Deuxièmement, il avait peut-être un programme précis. Lequel alors? Une stratégie? Lequel? Il a bien dit qu'il est conscient de ce qu'il n'ira pas à l'élection législative et municipale et donc il n'aura pas d'élu. Vous êtes cohérent et vous vous engagez dans cette voie alors que tout indique que vous avez des possibilités d'avoir des élus. Bon. Troisième chose, ils ont dit que je n'étais pas... j'ai menti, admettons. Et ça, c'est Amadou Ali qui me dit que quand ils sont entrés dans la salle à la réunion
de la commission des lois. Il a introduit le sujet et c'est Kamto qui a expliqué le bien fondé de la suppression du verrou des mandats. Bon, alors quand il dit que ce n'est pas lui, mais il y a un mot français qui est courant chez les hommes politiques, c'est la démission. Quand on est un homme politique, on a le courage de démissionner. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Henri Tekoué, lorsque vous parlez des autres hommes politiques en les critiquant régulièrement, est-ce que cela ne met pas en mal lesquels? L'opposition? Vous avez parlé ici de Kamto, qui est incohérent. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que depuis... J'ai dit que Kamto n'est pas un homme politique. Vous savez, vous ne pouvez pas dire ça d'un homme qui est quand même arrivé deuxième à une élection présidentielle. Il est deuxième. Et qui a derrière lui assez de partisans, en réalité. Oui, alors il est deuxième. Et qu'est-ce qu'il fait à l'élection qui suit? Attends, aux élections qui suivent, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas de l'incohérence? Si vous savez, vous dites qu'en 2018, on vous a volé votre victoire. C'est ce qu'il a dit, hein? Que ce n'est pas Biya qui a été élu. Tout le monde l'appelait président élu. Vous êtes président élu et vous n'allez pas à l'élection qui suit. Quand vous savez qu'il vous faut des élus pour vous représenter. Bon, d'abord, moi, je suis une UPCiste et j'ai toujours combattu contre ce que j'appelle les lois scélérates. Il peut combattre les lois scélérates, sauf que ce n'est pas ce qu'il fait. Voilà. Henri Tekoué, Cabral Libye, on va parler de lui, a proposé il y a quelque temps une transition politique de 3 ans. Ça, c'est ses propositions. Comment est-ce que vous évaluez cette idée? Vous êtes au courant de ça? Ben, je suis au courant de tout. Il y en a qui disent que, bon, pourquoi ils ne voulaient pas la transition en 2018? Bon, ils veulent une transition. C'est possible, parce que là, tout le monde est persuadé qu'il y a une horloge biologique qui peut favoriser qu'on franchisse le pas. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que vous pensez que les autres leaders de l'opposition sont aussi prêts à accepter cela? Mais ils ont contacté beaucoup de leaders. Hein. Olivier Billet a contacté beaucoup de gens, dont moi-même. Bon, maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et certains disent déjà en dessous que c'est une perte de temps, parler de transition de 3 ans. Parce que la transition, parce qu'eux-mêmes, ils le disent comment dire ça, de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que le président dise que le moment de la transition est arrivé. Je ne me bats plus pour rester là et il faut faire la transition. Ce n'est pas le cas. Le président n'a pas encore dit qu'il ne sera pas candidat et qu'il faut qu'on prépare une transition. Voilà. Pour vous, quelle serait... Puisque d'autres, ils vous diront en privé que oui, il faut qu'on fasse la transition, mais on ira mettre le projet entre les mains du chef de l'État qui va décider du moment de la transition. Pour vous, quelle est la meilleure approche pour qu'une alternance politique se fasse? Il faut une alternance. Ouais. Ça, de toute façon, il faut se battre pour arriver à l'alternance. C'est-à-dire que comment dire ça? Que les acteurs politiques se mettent ensemble au moins pour contrôler leur vote et qu'ils soient très vigilants. Vous avez été victime, Henri Tekoué, de torture, on le sait. Oui. Et vous avez subi aussi des blessures. Comment est-ce que ce passage a façonné votre idée de ce que c'est votre engagement politique aujourd'hui, après ces terribles événements? Vous savez, quand on est un militant politique, quand on est dans la clandestinité, c'est-à-dire qu'à tout moment on peut vous arrêter, et quand on vous arrête, on ne vous fait pas de cadeau. Il y a à la BMM à Yaoundé une salle qu'on appelle la chapelle. Et dans cette salle, il y a la balançoire,
il y a l'appareil qui produit l'électricité, des décharges. Il y a un tonneau où on peut vous plonger votre tête, simuler une noyade. Vous pensez que ces éléments existent encore aujourd'hui? Je ne pense pas qu'elles existent encore depuis 90. Je ne pense pas. On est passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais vous savez, quand vous êtes militant politique, vous êtes préparé à tout. Vous êtes préparé aux arrestations et une torture violente. Dès que je suis arrivé à la BMM, à Douala, c'est-à-dire à Mopi, le commissaire a sauté sur moi. J'étais allongé et il s'est mis à me broyer la colonne vertébrale. Malgré toutes ces souffrances, Henriette Ekwe, ne vous sentez-vous pas fatigué, épuisé partout? Oh, je suis certainement fatigué, je suis certainement épuisé. Mais ma tête politique tourne encore. Et je veux donner ce qui me reste de force à ce qu'on attend, une alternance. Est-ce que la jeune génération profite assez de votre expérience, Henriette Ekwe? Oui, parce que le premier dogme de l'UPC, c'est de transmettre. Parce que nous sommes au front et à tout moment, on peut tomber. Il faut que les jeunes, moins qu'il y ait une relève, qu'elle soit jeune ou pas, il faut toujours qu'il y ait une relève. Et j'ai beaucoup formé, comme j'ai formé aussi dans la presse. Alors, vous aviez fondé, je crois que c'était vous, il y a de cela 25 ans, la branche camerounaise de Transparency International. Oui, avec Akeremouna. Akeremouna, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de quelque chose de positif par rapport à ce que vous avez mené comme combat pour la corruption dans ce pays? Oui, mais à un moment même, j'ai assumé la présidence par intérim. Bon, mais ce que j'ai pu constater aussi, c'est que la transparence était infiltrée. C'est-à-dire que quand M. Ababa allait aux assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI, il mettait transparence dans sa poche pour attester qu'on était en train de combattre la corruption et les détournements de fonds. Oui, on était infiltrés. C'est ça la réalité. Donc, Transparency International ne peut rien apporter dans la gouvernance, des améliorations, on ne doit pas... Bon, le président a créé la CONAC, ouais. Parce que ça a été très très mal perçu en 98, 99. Les Camerounais y croient? On n'y croit pas, mais ce que la CONAC dit, c'est qu'on transmet les dossiers. Et c'est maintenant au président de la République de décider si dans tel dossier on va interroger les gars. Et il y a notre organisme judiciaire qui a souvent l'habitude de convoquer les gens. Voilà. On parlait de votre prix de 2010 de Femme de Courage. Oui. C'était 2011 ou 2011. 2011, oui. Femme de Courage. Oui. Qu'est-ce que cela vous a apporté? Vous avez toujours été aussi courageuse, Henriette Ekwe. Lorsque vous parlez, on vous admire. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas profité de toute cette Torah pour être aujourd'hui un leader dans l'opposition, drainer des foules, avoir peut-être l'idée, comme certains, d'avoir un parti et peut-être avec beaucoup de partisans? Ça ne vous a jamais traversé l'idée? Vous avez voulu rester UPCiste dans l'âme et rester là à attendre que les choses se fassent. Et si demain ça ne change pas? C'est possible. Ça, c'est un de nos gros défauts des UPCistes, c'est de rester fidèles au-delà du raisonnable. Bon, vous savez, quand l'ANC arrive aux affaires en 1994, l'ANC a 82 ans d'existence. Et c'est même l'UPC et le FLN algérien qui ont conseillé à Mandela en 1958, quand il est arrivé au Maroc, de lui dire qu'on lui dise qu'avec ces gens-là, il faut prendre les armes. Mais il y a une chose qui est fondamentale chez nous, c'est que
tant que les idéaux qu'on défend sont encore valables, on continue. Et surtout, quand on sait que vous êtes des sens UPCistes, on ne va pas vous laisser tranquille. Je me suis déjà déclaré comme UPCiste en clandestinité et après, je suis allé au tribunal militaire parce que j'étais UPCiste. Donc, si je crée un parti, on va mettre l'œil sur moi parce que ce sera un parti UPCiste. Il ne se trompe pas de combat. On va dire, elle a changé d'enveloppe, mais c'est toujours la même. Vous critiquez souvent l'élite politique de ce pays et régulièrement. Oui. Mais certains disent que vous-même, vous faites partie de l'élite intellectuelle. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déconnecté du peuple? Déconnecté du peuple? Oui. Certainement pas. Certainement pas. Parce que c'est le peuple qui a nourri notre engagement. Et souvent, par exemple, un de mes combats, c'est une césarienne gratuite parce que les jeunes femmes meurent. Vos idées sont-elles accessibles aux Camerounais ordinaires? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand je regarde certains hommes politiques, on dirait qu'ils sont à un concours d'agrégation de droit. Un projet politique, c'est un projet qui touche les masses, c'est-à-dire le peuple. Depuis la santé, l'école, tout ça. Les routes, le développement. Donc, ce n'est pas chez nous, chez les UPCistes, que vous allez entendre les gens parler comme des savants et laisser de côté. Ça n'enlève rien à notre caractère d'intellectuel. On est des intellectuels révolutionnaires. Mais est-ce que l'opposition ne doit-elle pas être plus pragmatique pour atteindre ces masses-là, surtout les jeunes? Mais bien sûr, pragmatique, c'est quoi? Dire que moi, j'ai lu telle loi, j'ai lu telle loi, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose, par exemple, justement, pour le travail des jeunes? C'est de ça qu'il faut réindustrialiser. Et c'est à ça qu'on allait aboutir. Vous n'avez pas l'impression que les hommes politiques écument les plateaux de télévision pour parler de leurs programmes sans rentrer dans les propositions profondes sur tous ces problèmes? Parce que je crois, on ne leur en laisse pas le temps. Vous comprenez? Notre pays est une puissance agricole. Et je crois que l'ancien président a souvent mis l'accent sur les projets agricoles, où il y a eu des détournements, il y a eu des malversations, mais c'était pour fixer les jeunes dans les campagnes, avec des projets agricoles forts. Oui. On peut faire ça. L'opposition attend-elle d'être au pouvoir pour commencer à travailler pour le pays, ou peut-elle faire ce... Mais on n'a aucun pouvoir. Monsieur Ekoka, on n'a aucun pouvoir. Même quand on dit que vous critiquez tout le temps, vous ne faites rien. Mais on n'a pas les manettes. On n'est pas aux manettes. Quand je suis aux manettes, je décide que chaque année, je vais goudronner 700 km de route, où je vais faire des routes bitumées, où je vais désenclaver. Vous imaginez Yabassi? On n'avait pas désenclavé Yabassi depuis. Est-ce qu'on ne peut pas beaucoup plus séduire l'électorat avant les élections et parler d'un programme politique régulièrement et dire ce qu'on veut faire? Il y a des programmes. Il y a eu souvent des programmes. Vous savez, c'est les programmes politiques qui ont nourri les débats politiques depuis 30 ans. Mais ces dernières années, il y a comme un vide. Pourquoi? Parce que les opposants prennent du temps à démontrer leur capacité de juriste, d'intellectuel, plutôt que de dire voilà ce que nous proposons et on chiffre les programmes. Quand on chiffre les programmes, on va vous demander, bon, tu vas trouver l'argent où? Et si moi j'avais le programme de l'UPC sous les yeux là, maintenant, je vous aurais donné point par point. Bien détaillé, oui, où les budgets avec d'où viendra l'argent. Et c'est là justement le problème, parce que beaucoup d'opposants, même avec leurs communicants qui viennent sur les plateaux, n'ont pas toujours
Je ne sais pas, vous avez parlé d'une question de temps. Est-ce que si l'on vient sur un plateau de télévision pour étaler le programme avec des budgets chiffrés, personne ne va refuser à l'opposant de parler, non, Henriette Ekoué? Oui, mais vous savez, quand vous êtes sur ces plateaux, d'abord, je critique le fait qu'on ait réduit l'opposition au plateau de télévision. On ne peut pas faire une réunion publique. C'est-à-dire, j'arrive à Bomono, je dis que je vais parler aux gens, le sous-préfet va descendre pour me dire que ça m'est interdit. Donc, on ne peut pas communiquer avec le peuple. On est obligé de s'asseoir sur un plateau. Et sur le plateau, c'est des intellectuels qui débattent. Alors, concernant les infrastructures dans ce pays, Oui. Henriette Ekoué, l'électricité, les routes et tout ce qui concerne les éléments essentiels de la vie des citoyens, est-ce que vous pensez que là-dessus aussi, l'opposition ne peut pas se mettre en avant pour, au-delà des propositions qui concernent peut-être la vie du pays, et dire, voici ce que nous pouvons faire en ce moment, nous avons besoin de moins en attendant les élections. Et c'est là où vous venez de dire tout à l'heure que on vous critique tout le temps de ne rien faire, comme si vous aviez les moyens, pourtant vous n'avez pas le pouvoir. On n'a pas les manettes, ce n'est pas nous qui tenons le pays. Donc, quand on nous critique, ce n'est pas nous. Regardez les télévisions, elles montrent tout le temps l'état des routes. C'est tout le peuple. Et c'est pour ça que quand on dit que non, il y a des discours de haine, c'est de la colère, ce n'est pas de la haine. C'est de la colère en ce sens que nous sommes réduits à bavarder. On ne peut pas marcher, on ne peut pas faire une réunion publique. On est condamné à ça. Pourquoi? Parce que l'État a décidé de geler la démocratie d'une certaine manière. Et quand on gèle la démocratie, on vous met à la périphérie. Vous ne pouvez rien dire ou rien faire. Vous êtes condamné et c'est quand il y a une élection qu'on vous sort de la niche pendant 2 semaines pour battre campagne. Henriette Ekoué, d'ici le 10 avril, vous l'avez dit, on saura qui sera le représentant de l'UPC aux élections présidentielles. Déjà, vous avez un programme établi. Qu'est-ce que l'UPC prévoit pour les jeunes, l'emploi des jeunes, ceux qui sont au chômage? Et parlons d'immigration clandestine, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui prennent la route du désert et de la mer pour fuir le pays. Est-ce que l'UPC a un programme? C'est dommage. Oui, il y a un programme pour le plein emploi des jeunes. Ça suppose aussi qu'on relance l'industrialisation qu'on avait commencé avec la SNI, la Société nationale d'investissement, qui a créé des tas d'entreprises. Ces entreprises ont été balayées par les plans d'ajustement structurel qui ont consisté à recoloniser les économies de toute l'Afrique, ce qu'on n'a pas fait dans d'autres pays. Ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait pour l'Afrique, où du jour au lendemain, les gens se sont retrouvés dans un chômage massif, même les classes moyennes, contraints d'émigrer pour aller chercher du travail ailleurs. On est donc dans cette situation-là d'appauvrissement qui continue. Et cette situation d'appauvrissement voudrait qu'on injecte l'argent dans les projets non seulement d'industrie, mais aussi d'agriculture, parce qu'on en a les moyens. Concernant la double nationalité, Henriette Ekoué, un mot là-dessus, parce que certainement, dans votre programme, que nous n'avons pas ici aujourd'hui, il y a bien cette option, la double nationalité, votre vision. Vous savez pourquoi la double nationalité est arrivée au Cameroun? La double nationalité est arrivée après mai 68. Il y a eu une grande crise en France où les jeunes ont mis en difficulté le général de Gaulle, les jeunes et les syndicats des travailleurs. Alors, on suivait ça minute après minute au Cameroun. Et qu'est-ce qu'en a déduit le pouvoir politique? C'est que si les jeunes peuvent mettre en difficulté le grand Charles de Gaulle
au point où il a fui pour aller se réfugier en Allemagne et chercher les moyens de reprendre la main. Donc c'est très dangereux. Donc il ne faut pas que les gens aient la nationalité et un jour qu'ils viennent me combattre ici au Cameroun. Alors c'est le même schéma, d'après vous, qui se produit aujourd'hui? Mais pourquoi le président ne veut pas ça? Il a les moyens de dire il en a pourtant parlé. Et ça, il y a combien? 55 ans. Hein? Il y a 55 ans qu'il y a eu mai 68. On peut penser quand même que c'est un peu apaisé. Et il faut donner la double nationalité aux gens. Les gens prennent la nationalité, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils trouvent un bon boulot. Et pour trouver un bon boulot, parfois, il y a des boulots stratégiques où on ne peut pas vous donner ce travail parce que c'est réservé à un Français. À ce moment-là, vous prenez la nationalité. Comme disent les jeunes, on va au front. Henriette Ekoué, à l'approche des élections présidentielles 2025, d'après vous, quel scénario pensez-vous qu'il y aura une participation de masse? Est-ce qu'avec les inscriptions, déjà, on va profiter très rapidement, il nous reste à peine 2 minutes. Parlons des LECAM, êtes-vous satisfaite des inscriptions sur les listes électorales? Non, bon, le directeur des LECAM a communiqué et il a dit qu'il y a des choses... 7,8 millions Pardon? On parle de 7,8 millions d'inscrits. Oui, mais il faudrait qu'on atteigne au moins 10 millions. Bon, eux, ils disent qu'ils peuvent ne pas savoir s'il y a des gens qui sont morts et que quand les gens sont inscrits, eux, ils n'ont pas une boussole pour voir. Ça veut dire que pour que ces 8 millions-là participent au vote, il faut que ce soit 8 millions réels et non pas fictifs. Et donc, moi, je pense que quand on nous a dit qu'il y a maintenant des appareils électroniques, donc vous venez avec votre carte d'identité, il faut qu'on vous donne aussi tout de suite votre carte de vote. Pourquoi ça doit attendre? Si ça attend, ça veut dire qu'il y a un projet derrière. Et ce projet, ce serait quoi? Ce seraient les doublons. On va dire par exemple que non, il y a trop de doublons. Et vous êtes dans le doublon. Moi, j'ai vu plusieurs fois des gens qui ont été inscrits et qui n'ont pas eu leur carte. Pourquoi? Donc, le plus sûr, c'est que quand vous vous inscrivez, puisque c'est un appareil électronique, il doit vous livrer aussi la carte de vote. Alors, quel scénario, Henriette Ekoué, c'est le dernier mot, nous sommes à la fin de l'émission. Quel scénario pour 2025 entrevoyez-vous? Qu'est-ce qui risque de se passer? Bon, il y a déjà un regain d'intérêt. Je ne sais pas, je crois que ça vient du fait que les gens pensent que, bon, tout peut changer et que l'alternance peut arriver. Il y a un espoir qui se soulève et on va voir jusqu'où ça va aller. Et cet espoir viendrait-il du côté de l'opposition? Est-ce que c'est possible? Il vient de l'opposition, puisque l'opposition n'arrête pas de marteler. Allez vous inscrire, allez vous inscrire. C'est l'opposition. Mais cela n'a pas eu... Bon, maintenant, le RDPC aussi dit qu'eux aussi ont intérêt à ce que les gens s'inscrivent parce qu'ils vont avoir une rude bataille avec ces inscriptions massives des opposants. Donc, il y aura match. Il y aura match, on l'espère, et on verra bien. Henriette Ekoué, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment avez-vous trouvé l'émission? Oh, formidable. J'ai pu dire tout ce que j'avais dans le ventre. Même s'il en reste encore. Même s'il en reste encore. Mais je vous remercie pour votre invitation et j'espère que ça va continuer. Vous êtes une jeune télévision et que vous atteindrez les cimes. Merci beaucoup, Henriette Ekoué. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, maintenant c'est la fin de cette émission. Ce face-à-face avec Henriette Ekoué, nous avons pu parcourir tout ce qui la concerne autour de la démocratie, de la politique dans ce pays. Merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe derrière cette édition. À très bientôt. Restez sur Carrefour Télévision. Bonsoir.